Voilà, je le disais tout à l'heure, inutile de présenter Philippe Solers, qui donc donne une préface à Semmelweis, livre de Louis Ferdinand Céline, donc publié dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, et Philippe Alméras, donc Je suis le bouc Céline et l'antisémitisme, un essai donc chez De Noël. Bonjour évidemment à tous les deux. Ce que je voulais savoir, Philippe Alméras, au départ, c'est comment vous est venue l'envie d'écrire ce livre sur ce sujet-là. Vous voulez dire sur celui-ci ou sur Céline en général? Non, non, sur Céline, c'est une partie de votre vie qui est consacrée dans celui-là. Je suis le bouc. Je suis le bouc parce qu'il m'a semblé justement que je n'arrivais jamais à exprimer complètement mon point de vue. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, j'ai travaillé sur Céline et j'ai eu quelques problèmes parce qu'on a pensé que je faisais de la propagande pour l'antisémitisme de Céline. Ça m'a ramené en France d'une façon ou d'une autre. J'étais professeur dans les universités, ma carrière s'est trouvée un petit peu compromise. Je suis rentré en France, profitant de l'offre d'un château, un monument historique qu'on m'a offert en Normandie. Donc je suis installé en France et là, surprise, avec le même travail, j'ai été positionné comme adversaire, antagoniste de Céline. Mais donc vous ouvrez le livre en disant le nom de Céline est maintenant soudé à l'antisémitisme, c'est donc une constatation. L'auteur des Bagatelles pour un massacre apparaît même comme le grand antisémite de notre littérature. Je suis le bouc, écrit-il après-guerre, voulant dire par là qu'on le charge des péchés de l'époque. Oui, mais vous avez toute une catégorie de Céliniens qui ont escamoté, nié l'antisémitisme. Donc il faut peut-être le rappeler. J'essaie de tenir les deux bouts de Céline, c'est-à-dire à la fois manifester mon admiration presque inconditionnelle pour lui, et en même temps rappeler ce qu'il pensait et son antisémitisme qui me paraît fondamental et qui me paraît être l'expression de toute une époque. Et justement, c'est donc pas un coup de folie d'un personnage qui aurait commencé par écrire un livre génial qui serait Voyage au bout de la nuit et qui tout d'un coup serait devenu brutalement décadent. C'était au départ de l'aventure même de Céline. Quand j'ai commencé à travailler sur Céline dans les années 60, c'était le postulat quand même. C'est-à-dire que mon sujet de thèse à l'Université de Californie à Santa Barbara était le passage de mort à crédit à Bagatelle pour un massacre. J'avais choisi ce sujet parce qu'il était rapide, facile. 1 an d'études et il y aurait eu, j'aurais montré le passage de la gauche à la droite, etc. Ce sujet est mort sous moi. Il s'est évanoui. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Céline n'est pas devenu antisémite en 36, il n'est pas devenu antisémite en 34, il l'était très probablement déjà en 32. Et il l'était probablement, si je puis dire, en 1894 quand il est né. Alors est-ce qu'on peut avoir un point de vue? Alors je vais revenir avec Solers dans l'instant. Est-ce qu'on peut... Comme la France en somme. Comme la France. Alors je vois simplement pourquoi il a fait cette thèse donc sur ce médecin, thèse d'ailleurs qui est ouverte, dans les notes me le montrent par cette phrase absolument inouïe pour une thèse de médecine: Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Donc pourquoi cette thèse sur ce personnage-là, ce médecin-là? Pourquoi dites-vous ce personnage-là? Oui. Pourquoi le dites-vous? Parce que vous voulez dire il est juif? Non, pas du tout. Ah non, sur le médecin... Non, pourquoi il a choisi cette... On a beaucoup parlé de ça aussi. Non, pourquoi Céline avait choisi de faire cette thèse sur ce sujet-là? Sur ce sujet-là, parce que s'il a choisi, je crois, je me demande s'il n'a pas choisi un sujet rapide lui aussi. On savait peu de choses sur Semmelweis, et on savait surtout que Semmelweis était un incompris. Il a trouvé quelque chose, et tout le monde on a nié sa trouvaille. Sa trouvaille, c'est qu'il fallait que les médecins se lavent les mains avant de tripoter. C'était un Hongrois... C'était un Hongrois. C'était un Hongrois. Voilà. Qui a inventé, je ne connais pas très bien le terme technique, mais il avait découvert qu'une grande proportion... La sepsie, voilà. La sepsie. Ouais. Il avait découvert que les femmes, après accouchement, mouraient en masse parce que les étudiants qui les manipulaient ne s'étaient pas lavé les mains, qu'ils venaient directement de disséquer des cadavres et qu'ils amenaient la fièvre puerpérale, c'est ça? Voilà. Alors, mon cher Philippe Solers, la question qui est toujours éternelle avec Céline, la littérature, enfin, disons, une espèce d'indignation
commune, disons, c'est de dire oui, c'est un très grand écrivain, mais c'est un très grand salaud. Donc, est-ce que tous les écrivains, enfin, est-ce que l'art doit faire fi de la saloperie? Ce sont presque des sujets de conversation perpétuelle. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est effectivement d'entrer dans cette œuvre et de savoir pourquoi finalement il l'a écrit comme ça, cette œuvre, avec son époque et dans ses conditions. Mais je crois qu'Almaraz apporte là beaucoup d'éclairage, parce que quand il dit que Céline, du Voyage au bout de la nuit à Rigaudon, énorme courbe, hein, est le seul à citer de bout en bout le siècle, hein, c'est-à-dire les sujets qui sont patrie, guerre, massacre, santé, race, génétique, eugénisme, musique, danse, mort, tout y passe et tout est payé comptant, c'est bien le contemporain incontournable. Alors c'est le contemporain incontournable, et là on va de cliché en cliché, il y aurait eu un bon moment, ensuite il y a un mauvais moment, il y a un bon moment où il serait de gauche, traduit par Aragon Elsa Triolet, admiré par Sartre et Beauvoir, et puis tout à coup, en allant en URSS et mea culpa, on voit le tournant, il se serait aperçu que tout ce qui se passait au nom du socialisme réel était une vaste blague complotée par les Juifs. Bon, alors là je crois qu'il faut parler de la France tout simplement, c'est ce qu'Almaraz tente de faire, ça vient de loin. Céline est un bouc émissaire, parce que tout simplement, maintenant c'est facile, on dit Céline, et puis tout le monde finalement c'est plus ou moins repenti, ou alors ça a disparu. Mais c'est la France entière qui est prise dans cette affaire, avec Drummond, avec tout l'antisémitisme Bernanos, etc. Voilà, j'ai envie de vous poser deux questions. Est-ce que c'est une raison pour l'excuser, c'est-à-dire de dire qu'il fait partie d'un grand tout, comme par exemple on recevait l'autre jour l'historien Zef Sternel, qui travaille sur la France. Tout le monde se souvient aussi du livre de Bernard-Henri Lévy sur l'idéologie française. Bon, il y a une composante dans la France de cette époque qui est violemment irrationnelle, violemment antisémite. Mais il faut bien voir d'où ça vient. Parce que la France n'a pas été seulement violemment antisémite, mais elle a été aussi violemment anticléricale, violemment ceci, violemment cela. On n'imagine pas à quel point, dans l'époque à peu près endormie dans laquelle nous sommes, où tout est surveillé quand même d'assez près, la violence qui pouvait... C'est ce qu'Almaraz montre. Au début du siècle. Au début du siècle. Les insultes permanentes, les combats entre... Prétendue belle époque était une époque... Les combistes, les catholiques, les monarchistes, les républicains, enfin bref. Et donc, on est face à ça, et tout à coup, il y aurait un type affreux qui s'appelle Céline. Alors, il se trouve qu'il a du génie littéraire, je crois qu'on est au moins d'accord sur cette question, et que, eh bien, il a... fait cette espèce d'énorme régurgitation du siècle, du début du siècle, c'est-à-dire quelque chose qui est comme une sorte d'exorcisme énorme. Vous qui connaissez particulièrement l'État, expliquez-moi pourquoi lui, justement, a sombré là-dedans, et c'est pas forcément péjoratif, même si on ne peut que le condamner, cette affaire-là, mais pourquoi des grands inventeurs de la littérature contemporaine, comme Joyce, Beckett ou les autres, justement... Ils ne sont pas français. Si vous prenez les deux écrivains qui vont compter maintenant pour le XXe siècle, vous avez Proust et vous avez Céline. En gros, tout le monde est d'accord. Vous ouvrez Proust, de quoi parle Proust? Il vous parle de l'affaire Dreyfus, je les continue, donc c'est ça le problème, de l'homosexualité, d'un monde qui va vers une décomposition totale. Et puis après, vous avez Céline, presque dans l'enchaînement. Proust meurt en 22, Céline commence au début des années 30. C'est ça, ce sont deux grands écrivains français. Donc ce sont des symptômes de notre histoire. De l'histoire de France, absolument. Est-ce que je peux vous demander, Philippe, puisque vous avez travaillé aux États-Unis, s'il existe un autre Céline? Je ne parle pas sur le plan du talent, mais enfin quelqu'un justement qui aurait eu la même navigation personnelle, littéraire dans l'histoire de la littérature. Ezra Pound. Il y a Pound, oui, bien sûr, mais bon, d'une certaine façon, de façon beaucoup moins... Et puis alors, sur tout autre plan, qui n'est pas littéraire, il y a Henry Ford. Oui, alors ça, l'affaire Henry Ford, je trouve qu'il faut insister 30 secondes là-dessus. Constructeur automobile. Oui, constructeur automobile, parce que voilà ce qui a été quand même un type qui a influencé la vision du monde de Céline. Hein, c'est-à-dire quelque chose qui devait tendre à l'ordre, à la propreté, au travail bien fait, c'est-à-dire une sorte de socialisme américain. Mais voilà ce qu'écrit le journal dirigé par Ford, n'est-ce pas, le Dearborn Independent, en 21. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. La musique populaire est un monopole juif. Le jazz est une création juive.
la molle, la poisseuse, l'insidieuse suggestion, la sensualité débridée des glissants d'eau sont d'origine juive. Donc vous voyez bien que là, ça n'est pas seulement français pour le coup, mais c'est aussi... Plus l'alcool qui n'est pas mentionné ici. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux, pour clore partiellement ce débat, parce que les livres restent à lire, celui de Philippe et puis justement celui de Céline Semmelweis, au fond, est-ce que le danger dans cette affaire-là, si danger il y a, n'est pas au titre de son talent et du fait qu'il est le produit de notre société, la France, de l'exonérer de ce qu'il a fait ou ce qu'il a pu écrire? Je crois que non, il faut pas... Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement? Non, il n'y a pas à l'exonérer. Il y a à comprendre comment, par exemple, l'antisémitisme est une passion extrêmement profonde et violente, dont le danger serait qu'on la présente comme quelque chose, comme un petit symptôme de rien du tout. Au contraire, c'est une passion énorme. Et par conséquent, il faut voir exactement de quoi elle se compose, c'est-à-dire éventuellement de génie littéraire aussi. Et voilà, au lieu de cela, on aurait maintenant des tentatives pour amener un antisémitisme qui a toujours été là, qui serait rampant, insidieux, presque banal. Voilà, c'est ça le plus grand danger. Ça n'est pas d'exonérer Céline, c'est de justifier au contraire une contagion beaucoup plus grave, et parce qu'elle est beaucoup plus convenable. J'ai l'impression qu'il est plutôt plus dangereux d'interdire que de publier. Je veux dire que Sade n'a pas fait un seul sadique et je ne crois pas que la publication de Céline complet ferait un antisémite de plus, me semble-t-il. Philippe Alméraz, Je suis le bouc, Céline et l'antisémitisme, essai donc chez De Noël et donc chez Gallimard, avec une préface de Philippe Solers, Céline Céline, Semmelweis. Merci à tous les deux d'être venus nous voir pour parler de Céline et l'antisémitisme. Nous allons totalement changer de sujet, ou en fait pas tellement, car Stan Laferrière, que vous allez découvrir dans un instant, est notre passionné d'histoire du jour. C'est un passionné notamment de l'histoire du métro, et lui aussi justement est un grand jazzman, art magnifique qu'on vient d'évoquer il y a quelques instants.